Au cœur de Ouagadougou, la façade d'un prétendu centre télécom s'effondra, révélant une base d'écoute dissimulée où des antennes interceptaient les réunions d'État et les conversations diplomatiques. Rendre publique une telle vérité, pour Ibrahim Traoré, revenait à déclencher une guerre sans bruit, économique, médiatique, diplomatique. Un pays minuscule devenait soudain l'épicentre d'un séisme géopolitique. Pourquoi ce geste d'un homme ébranle-t-il les équilibres du monde? Et jusqu'où ira-t-il pour défendre la souveraineté d'une nation espionnée depuis son propre sol? La tempête venait de commencer, dans le silence. Lorsque Ibrahim Traoré décida de révéler le dossier classé sur la base américaine cachée, il savait que chaque mot pèserait plus lourd qu'une balle. Ce choix ne relevait pas de la bravoure instinctive. C'était une équation entre dépendance et dignité. Dans les couloirs du palais présidentiel, ses conseillers débattaient. Fallait-il négocier pour préserver l'aide ou rompre pour sauver l'honneur? L'enjeu n'était pas une victoire rapide, mais la reconquête du droit fondamental, parler en son propre nom. Autour de lui, certains prédisaient le chaos, chute de l'aide internationale, isolement diplomatique, récession. D'autres y voyaient un moment de bascule, l'occasion pour le Burkina Faso de redevenir maître de son destin. Entre prudence et audace, le président traçait une ligne nouvelle, celle où la vérité prime sur la peur. Car perdre un appui peut ruiner un budget, mais perdre la fierté ruine une nation. La révélation n'explosa pas. Instant. Elle se construisit patiemment à travers des rapports confidentiels, des images satellites et des notes diplomatiques accumulées durant plus de 6 mois. Le dossier initial, remis à Ibrahim Traoré par un colonel de la sécurité intérieure, contenait une série de documents marqués hautement classifiés. Plans d'antenne, horaires de véhicules diplomatiques, liste d'équipements non déclarés. Rien de spectaculaire à première vue, mais trop précis pour être innocent. Le président ordonna la discrétion totale. Pendant plusieurs semaines, il observa les allées et venues autour du prétendu centre télécom, notant chaque anomalie. Peu à peu, un schéma se dessina. Des transmissions cryptées partaient chaque nuit vers l'étranger, transportant les comptes rendus des réunions du gouvernement. Les décisions militaires semblaient anticipées ailleurs. Le constat fut brutal. Le Burkina Faso n'était pas maître de ses secrets. Un pays espionné depuis son propre territoire, trahi depuis son propre sol. Ibrahim Traoré comprit que révéler cette vérité reviendrait à briser un pacte tacite entre faiblesse et dépendance. Pourtant, c'est un détail anodin qui fit tout basculer. Un badge oublié, portant le logo d'un sous-traitant américain. Ce fragment de plastique devint la preuve matérielle que la fiction diplomatique cachait une réalité de surveillance. En une seule journée, le voile tomba. Les images de serveurs détruites à la hâte, les dossiers brûlés dans la cour, confirmèrent l'ampleur du scandale. Autour du président, le cercle du pouvoir se referma. La peur laissa place à la détermination. Ce moment précis transforma une simple affaire d'espionnage en crise de souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait plus de dénoncer une atteinte, mais de rétablir un équilibre moral. Un État devait pouvoir se tenir debout, même face à son allié le plus puissant. À partir de là, chaque décision prit le poids d'un acte fondateur. Dans l'aube encore grise de Ouagadougou, Ibrahim Traoré convoqua son chef de la sécurité nationale, un officier austère ayant servi sous 3 régimes. « Si nous parlons, que se passera-t-il » demanda-t-il. La réponse fut glaciale. « Ils répliqueront, Monsieur le Président, par l'argent, pas par les armes. » Cette phrase devint la boussole d'une stratégie silencieuse. Le combat ne se gagnerait pas sur un champ de bataille, mais dans les coulisses de la finance, des chancelleries et des médias. Dans le petit cercle présidentiel, les tensions montaient. Certains ministres recommandaient la prudence, attendre, négocier, préserver les alliances existantes. D'autres, plus jeunes, voyaient dans la crise une opportunité historique. Rompre enfin la dépendance invisible qui liait le pays à ses bailleurs. Autour de la table, les visages étaient partagés.
entre crainte et excitation. Le président, lui, restait immobile, feuilletant les rapports techniques encore fumants des disques durs détruits. Le soir même, il consulta ses conseillers économiques. L'un d'eux évoqua la possibilité d'un effondrement de la monnaie locale. Un autre affirma qu'il était temps d'assumer le risque, car aucune souveraineté n'existe sans sacrifice. Dans la capitale, la rumeur commençait déjà à se propager. L'État aurait découvert une base fantôme. Les radios communautaires bruissaient d'hypothèses. Les marchés chuchotaient des mots nouveaux. Trahison, dignité, renaissance. Sous les néons du palais, Ibrahim Traoré comprit qu'il avait franchi un point de non-retour. Ce n'était plus une question de preuve, mais de posture. Car parfois, la vérité seule ne suffit pas. Il faut le courage de la dire. À 5h30 du matin, le 12 janvier, les rues de Ouagadougou étaient encore vides. Sans communiqué, sans avertissement, Ibrahim Traoré donna l'ordre d'une opération totale. Pas d'hésitation, pas de blessés, pas de recul. Les unités d'élite encerclèrent le soi-disant centre télécom, neutralisant les caméras de surveillance avant de pénétrer dans l'enceinte. À l'intérieur, la panique fut immédiate. Des hommes en costume s'affairaient à broyer des disques durs, à incendier des serveurs. Les flammes montèrent dans la cour, illuminant le drapeau burkinabé suspendu à la grille, symbole involontaire d'une souveraineté en train de se défendre. À 7h, la base était sous contrôle. À 8, les ingénieurs militaires examinaient les débris encore tièdes. À 9, un premier rapport confirmait ce que beaucoup redoutaient. Le pays avait été espionné, enregistré, surveillé depuis des années. Les câbles arrachés révélaient des circuits isolés du réseau national, reliés à des satellites étrangers. Les experts identifièrent 3 modules d'émission distincts, capables de capter et transmettre les conversations d'un rayon de plusieurs kilomètres. À midi, le dossier prit une tournure politique. L'ambassadeur des États-Unis fut convoqué au palais. Ibrahim Traoré ne laissa pas place à la rhétorique diplomatique. Sur la table, il déposa un dossier scellé. Photos, relevés, communications interceptées. « Ne me parlez pas de sécurité régionale, dit-il. Parlez-moi de respect. » 15 minutes plus tard, le ton était posé. 72 heures pour quitter le territoire. Ce geste, bref et calculé, fit l'effet d'un séisme. Le soir même, le gouvernement se réunit en urgence. Certains ministres redoutaient les représailles économiques. D'autres saluèrent un courage que personne n'avait osé avant lui. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso prenait une décision sans demander la permission. Dans la capitale, la nouvelle se répandit comme une onde. D'abord la stupeur, puis la fierté. Dans les cafés et les radios communautaires, un même mot revenait, dignité. Les jours suivants, les analystes burkinabés plongèrent dans les disques durs récupérés. Plus de 12 téraoctets de données interceptées, des centaines de fréquences d'écoute, des identifiants diplomatiques falsifiés. Le choc fut immense. Les services de cybersécurité établirent une corrélation de 92% entre les réunions gouvernementales sensibles et les pics d'émission du centre. Chaque négociation majeure produisait une vague d'exfiltration de données. Cette fois, la preuve était irréfutable. Ibrahim Traoré la fit publier, en partie, dans un communiqué officiel. Le soir, un vent chaud soufflait sur la ville. Dans les quartiers populaires, on commentait l'événement comme une victoire morale. Dans les chancelleries étrangères, on parlait déjà de rupture du consensus sécuritaire. Mais au-delà des chiffres, au-delà du scandale, une réalité s'imposait. Pour un pays longtemps dominé, exister enfin signifiait oser dire non. Ce jour-là, le Burkina Faso ne fut plus un spectateur. Il devint acteur de sa propre histoire. Les experts mandatés par la présidence compilèrent les données recueillies lors de la perquisition. Les chiffres révélèrent l'ampleur d'un système d'écoute institutionnalisé. 8 années d'enregistrement
couvrant 95% des réunions gouvernementales sensibles. Cela signifiait qu'entre 2015 et 2023, pratiquement chaque décision stratégique avait été anticipée ailleurs. Les ingénieurs parlèrent d'une fuite systémique, non d'un incident isolé. Un volume estimé à 12 téraoctets de transmission cryptée, soit l'équivalent de 2,5 millions de pages de rapports diplomatiques. Chaque pic d'activité coïncidait avec une séquence politique majeure, signature d'accords, nomination, vote de budget. La corrélation, calculée à 0,92, confirmait la régularité du flux. 3 anomalies technologiques majeures détectées dans le matériel saisi: antennes non déclarées, serveurs reliés à des adresses situées aux États-Unis et en Allemagne, et badges diplomatiques sans autorisation du ministère burkinabé des télécommunications. Chaque élément, pris séparément, pouvait sembler anodin. Ensemble, ils formaient une chaîne de preuves irréfutables. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient pas de simples statistiques. Ils constituaient le miroir d'une souveraineté confisquée. Dans son rapport, la cellule de contre-espionnage indépendante recommanda la création d'une agence nationale de cybersécurité rattachée directement à la présidence. Le président valida la proposition le jour même, exigeant que l'ensemble des réseaux gouvernementaux soient audités sous 30 jours. Les équipes découvrirent alors qu'une part significative des infrastructures critiques, communications militaires, correspondances diplomatiques, systèmes financiers, dépendaient de protocoles hébergés à l'étranger. Cette dépendance invisible expliquait pourquoi certaines décisions d'État semblaient anticipées par des partenaires extérieurs. Le gouvernement fit publier un résumé de 42 pages, présenté au public comme un acte de transparence. Les journaux titrèrent « Un État sous écoute ». Les citoyens prirent conscience de l'étendue du contrôle auquel leur pays avait été soumis. Dans les universités, les professeurs de sciences politiques évoquaient un tournant technologique de la souveraineté africaine. Dans les cafés, l'on commentait la précision des chiffres comme une victoire intellectuelle. Enfin, la vérité parlait avec des données, pas des rumeurs. Face aux dénégations occidentales invoquant la lutte antiterroriste, Ibrahim Traoré répondit publiquement « Protéger un pays ne commence pas par l'espionner ». Sa phrase fut reprise dans toute la région, traduite en bambara, en haoussa, en wolof. Pour les diplomates étrangers, ce fut une rupture de ton. Pour le peuple, une déclaration de maturité politique. Le rapport burkinabé concluait sobrement « La sécurité ne se délègue pas, elle se construit ». Ces chiffres, ces preuves, ces mots, tout convergeait vers une même idée, la transparence comme nouvelle arme de souveraineté. Le monde découvrait alors qu'un pays de 26 millions d'habitants venait de défier l'empire du renseignement mondial, non par la force, mais par la donnée. Lorsque les premières preuves furent rendues publiques, la communauté internationale se divisa aussitôt. Selon plusieurs chancelleries occidentales, Ibrahim Traoré avait commis une faute stratégique majeure. En dévoilant l'existence d'un dispositif de renseignement, il aurait fragilisé la coopération régionale contre le terrorisme, déjà précaire dans le Sahel. Les éditorialistes libéraux dénoncèrent un geste populiste, destiné à flatter un nationalisme de façade. Les chiffres furent mobilisés pour prédire la catastrophe. Croissance en recul de 3%, inflation à 18%, fuite imminente des investisseurs. Pour ces voix critiques, la rupture avec Washington et Bruxelles équivalait à un isolement suicidaire. D'autres analystes, africains pour la plupart, virent au contraire dans son acte un tournant historique. La transparence, disait-il, n'affaiblissait pas la sécurité. Elle la fondait sur la confiance. Sans souveraineté, aucune coopération n'est durable. Pour eux, la faute de Traoré était en réalité une refondation, celle d'un contrat moral entre État et peuple. En choisissant la dignité plutôt que la dépendance, le Burkina Faso affirmait qu'un pays pauvre pouvait encore être libre. Face à ces deux lectures, Ibrahim Traoré répondit sans emphase. Il rappela que malgré 15 années d'assistance militaire, le territoire restait exposé, les pertes civiles toujours élevées.
Les drones et les fonds étrangers n'avaient pas empêché les attaques. « On ne construit pas la paix sur la surveillance », déclara-t-il face aux caméras nationales. Sa phrase, d'une simplicité implacable, résonna au-delà des frontières. Dans les universités de Bamako, de Niamey ou de Dakar, on débattait de cette équation nouvelle. Indépendance contre stabilité, vérité contre confort. Les arguments s'entrechoquaient. Mais le débat existait enfin, et c'était là peut-être la victoire la plus importante. Forcer le continent à discuter de lui-même, sans tuteur ni traducteur. La phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Un document interne, oublié sur un serveur effacé à la hâte, révéla que le centre de Ouagadougou n'était qu'un maillon d'un réseau plus vaste. Ibrahim Traoré découvrit au moins 3 installations similaires, reliées entre elles, opérant discrètement dans la région. Ce n'était plus une affaire nationale, c'était un système continental. En un instant, le scandale prit une autre dimension. Les capitales voisines furent sans être mentionnées dans les notes techniques. Certaines signatures de contrats diplomatiques semblaient correspondre à des zones d'émission voisines. Les analystes burkinabés comprirent que l'Afrique entière servait de terrain d'expérimentation à une architecture d'écoute globale. Traoré convoqua ses homologues africains. « Si nous restons silencieux, dit-il, nous trahissons tout un continent. » La phrase fit le tour des médias et devint un cri de ralliement. 3 chefs d'État appelèrent dans les jours suivants. Le tabou venait d'exploser. La tempête diplomatique éclata aussitôt. À Ouagadougou, les rues se couvrirent de drapeaux. Dans les marchés, dans les cafés, on parlait d'un même mot, dignité. Le peuple comprenait intuitivement que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ibrahim Traoré devint pour beaucoup plus qu'un président, le symbole d'un pays qui choisit la droiture, plutôt que la docilité. Les médias locaux changèrent de ton. Un journal titra « Nous ne sommes plus à vendre ». Cette fierté retrouvée se transforma en mouvement civique. Enseignants, étudiants, syndicalistes reprirent le récit à leur compte. Du côté diplomatique, les chancelleries occidentales rappelèrent leurs attachés militaires. En moins de 2 semaines, la Banque mondiale suspendit 400 millions de dollars d'aide. Plusieurs ambassades parlèrent de isolement volontaire. Mais d'autres voix venues du Sud saluèrent l'audace. Des diplomates d'Asie et du Golfe contactèrent discrètement le Burkina Faso. Des partenariats alternatifs se dessinèrent. Pour la première fois, les relations internationales ne se fondaient plus sur l'aumône, mais sur le respect. Sur le plan économique, la crise se fit sentir aussitôt. Les importations chutèrent de 2%. Les réserves de change fondirent de 18%. Pourtant, au lieu de céder, Ibrahim Traoré lança un plan d'urgence. Réduction de 17% des dépenses publiques, relance de la production locale et création d'un fonds de solidarité nationale. Des entreprises durent s'adapter. Une société textile transforma ses exportations en production intérieure. Des startups de cybersécurité recrutèrent des ingénieurs revenus de la diaspora. L'économie ne croissait plus, mais elle s'enracinait. Sur le plan régional, l'effet d'entraînement fut immédiat. Au Mali, au Niger, au Tchad, les débats sur la souveraineté refirent surface. Les populations demandaient à leur gouvernement de révéler l'emplacement des bases étrangères. Le geste d'Ibrahim Traoré avait provoqué une onde de conscience continentale. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'assume. Les médias panafricains relayèrent ces discours. Les artistes transformèrent ces phrases en chansons, les étudiants en slogans. À la fin du mois, les indicateurs économiques restaient tendus, mais la courbe d'opinion nationale atteignit un record. 78% des Burkinabés déclaraient faire confiance à leur président. Le coût financier existait. Le gain moral, lui, était inestimable. Car pour la première fois depuis des décennies, un pays africain avait osé regarder ses partenaires dans les yeux et leur dire non. 6 mois après la révélation, le Burkina Faso avançait sur une ligne de crête. L'économie résistait, mais les tensions restaient fortes.
Les diplomates observaient, les marchés hésitaient. 3 trajectoires se dessinaient. Un pays sous pression, mais debout. Le retrait de l'aide étrangère ralentirait la croissance. Certes, mais la mobilisation intérieure compenserait partiellement. Les coopératives agricoles, relancées par les programmes de souveraineté alimentaire, garantissaient déjà 45% d'autosuffisance en maïs. Ibrahim Traoré misait sur un triptyque simple: produire, protéger, persévérer. Cette voie, la plus réaliste, promettait des mois difficiles mais une indépendance plus solide, un effet domino africain. Inspiré par le geste burkinabé, d'autres États du Sahel prendraient position. Position contre les ingérences étrangères, réclamant le contrôle de leurs infrastructures stratégiques. Les institutions régionales, réformées autour du principe d'autonomie, redéfiniraient leur partenariat sans tutelle. Dans ce scénario, le Burkina Faso deviendrait un modèle, non une exception. Un pays qui transforme la crise en renaissance politique. L'asphyxie économique. Sanctions prolongées, isolement financier, campagne de désinformation. L'appareil d'État s'épuiserait à maintenir l'ordre. La société civile se fracturerait et les acteurs extérieurs exploiteraient les divisions internes. Même dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré aurait laissé une empreinte indélébile, celle d'un chef d'État ayant préféré la dignité à la facilité. L'histoire jugerait peut-être sévèrement ses choix, mais pas son intention. Entre ces 3 lignes d'horizon, un principe demeure. La liberté a toujours un coût, mais la dépendance en a un plus lourd. La meilleure stratégie, concluent les observateurs africains, n'est ni la rupture aveugle ni la soumission calculée, mais la construction patiente d'une souveraineté partagée. Car le courage d'un homme peut ouvrir une voie, mais seule la constance d'un peuple peut la maintenir. Dans les semaines qui suivirent, le choc collectif se transforma en prise de conscience. À Ouagadougou comme dans les villages, les conversations changèrent de ton. On ne parlait plus seulement de crise, mais d'avenir. Les enseignants expliquaient à leurs élèves que la souveraineté n'est pas un mot de discours, mais une responsabilité quotidienne. Dans les marchés, les femmes vendaient des produits locaux en disant « c'est notre manière de résister ». La politique descendait dans la vie ordinaire. Pour Ibrahim Traoré, ce tournant populaire était la plus belle réponse aux sanctions. Et il visita plusieurs écoles construites après la crise, serrant les mains des instituteurs, discutant avec les enfants. « Ce n'est pas l'argent qui fonde un pays, dit-il, c'est la conscience de sa valeur. » Cette phrase simple devint un refrain sur les radios locales. 2 dynamiques émergèrent alors. La première, un mouvement civique, nous bâtissons nous-mêmes, encourageant les citoyens à produire et partager localement. La seconde, un changement de regard sur l'Afrique elle-même. Dans les universités, des étudiants citaient désormais les décisions de Traoré comme études de cas sur le leadership moral. Le débat public ne portait plus sur ce que le pays avait perdu, mais sur ce qu'il avait retrouvé, le respect. Ainsi, la politique reprit un visage humain. Les gens se parlaient, s'écoutaient, s'organisaient. Ce que le pouvoir n'avait pas prévu, c'est que la dignité pouvait devenir contagieuse. Après la tempête, Ibrahim Traoré lança un plan national qu'il baptisa Renaissance burkinabé. Une feuille de route en 5 étapes pour transformer la colère en construction, la souveraineté alimentaire. Les villages furent mobilisés autour d'un objectif simple, cultiver pour ne plus dépendre. Des coopératives agricoles se formèrent, des prix garantis furent instaurés et la production de maïs augmenta de 45% en 12 mois. Résultat, la sécurité alimentaire cessa d'être une promesse, devint un indicateur. La souveraineté numérique. Des ingénieurs formés localement mirent en place un réseau chiffré indépendant, protégé de toute interférence étrangère. Les tests d'audit montrèrent une baisse de 60% des intrusions extérieures en 6 mois. L'éducation patriotique. Les programmes scolaires furent réécrits. L'histoire africaine y prit la même place que les mathématiques.
L'objectif, restaurer la fierté par la connaissance. L'industrie locale. Les matières premières, autrefois exportées brutes, furent transformées sur place. Une usine textile ouvrit à Bobo Dioulasso, employant 3000 travailleurs. Les chiffres, modestes mais réels, servirent de boussole. La culture comme pilier de souveraineté. Cinéma, musique, littérature. Chaque expression devint un acte de mémoire collective. Pour Ibrahim Traoré, ces réformes n'étaient pas des slogans mais des repères mesurables. Produire, sécuriser, instruire, transformer, raconter. Chacune des 5 actions possédait un indicateur, un responsable, un calendrier. Et derrière chaque objectif, une idée. L'indépendance ne se déclare pas, elle se pratique. Un matin, Ibrahim Traoré retourna sur le site de l'ancienne base. Là où s'élevaient autrefois des antennes étrangères, il n'y avait plus qu'un champ silencieux. À cet endroit, il fit construire une école publique, simple, lumineuse, baptisée Liberté. Devant les élèves alignés, il murmura « Voici la seule arme que nous devons brandir désormais. » Cette phrase, plus qu'un discours, ferma la boucle. Les habitants du quartier venaient parfois s'y asseoir le soir, observant les enfants jouer là où des espions écoutaient nos jadis. Le contraste suffisait à raconter toute une époque. Un pays avait remplacé la peur par la connaissance. Les enseignants expliquaient que cette école n'était pas un monument, mais une promesse. Ibrahim Traoré n'avait pas gagné toutes les batailles, mais il avait redéfini la victoire. Non plus un triomphe matériel, mais un redressement moral. Dans les regards des enfants, ils voyaient la preuve que la souveraineté pouvait se transmettre. Le vent chaud de Ouagadougou portait une idée nouvelle. La dignité apprend à marcher toute seule. Aujourd'hui, le nom d'Ibrahim Traoré ne désigne plus seulement un président. Il incarne une idée, celle qu'un pays peut choisir la dignité avant le confort. Mais cette idée ne doit pas rester enfermée dans les frontières du Burkina Faso. Elle s'adresse à chaque Africain, à chaque citoyen du monde qui refuse que sa liberté soit négociée à huis clos. Les empires changent de visage, les dépendances se maquillent, mais la question demeure. Que vaut notre indépendance si elle dépend d'autrui? Dans les rues de Ouagadougou, dans les écoles, dans les marchés, cette interrogation circule comme une braise. Elle oblige chacun à regarder son propre silence. La souveraineté n'est pas un privilège, c'est une discipline. Elle se cultive chaque jour, par la parole, le travail, la mémoire.